Attendez un petit peu. Non, très bien même. Eh bien, je suis ravie d'être parmi vous. Et j'ai un ami qui m'a accompagnée, c'est mon très cher Alto. Et en fait, je me suis rendu compte que toute cette journée, tous, vous avez en fait pris cette machine à remonter le temps. Vous savez, cette première pièce du musée de la Grande Guerre, c'est quand même très symbolique. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous vous êtes posé des questions sur votre histoire, chacun d'entre vous. Ça ramène à des choses extrêmement personnelles. Et ce que je vous propose maintenant, parce que vous avez une journée longue, difficile, même au niveau de l'émotion, et c'est qu'on se retrouve un petit peu dans cet esprit de se retrouver tous ensemble, de se poser chacun à l'intérieur de soi-même, de fermer les yeux, tout ce qui a été dit aujourd'hui, que chacun l'intègre à sa manière, comme chacun de ces hommes qui sur cette photo avait peut-être besoin aussi de ce réconfort, après ces batailles, après ces moments difficiles, comme chacun le vit, et d'écouter de la musique. Il y a un musicien qui est venu spécialement pour vous aujourd'hui, pour eux ici, et la musique qu'il jouait beaucoup, c'est la musique de Jean-Sébastien Bach, une musique extrêmement universelle, une musique qui datait du XVIIIe siècle, encore une machine à remonter le temps finalement, et qui permettait à chacun de passer dans son propre espace-temps. Donc voici Jean-Sébastien Bach pour vous. Ce personnage qui joue Jean-Sébastien Bach, il a une histoire. C'est Lucien du Rozoir. Lucien du Rozoir joue devant les soldats pour amener du réconfort. Il joue aussi devant les officiers. Mais qui est-il, ce drôle de personnage qui a amené un violon très classique à la Grande Guerre? C'est lui. Alors c'est lui avant et c'est lui pendant. C'est un très grand artiste que l'on connaît sur les scènes notamment parisiennes. Il a créé des grands concertos sur les scènes parisiennes. Vous voyez qu'il joue Beethoven, Brahms, Mozart, Dvorak. Il amène aussi ce répertoire en Allemagne. Et c'est là justement où ce violon va prendre tout son sens symbolique. C'est qu'il a défendu la musique française autant que la musique allemande dans les deux camps. Et le voici qui est reparti au front. Il a amené son violon, tout en étant un brancardier.
Et là, il va rejoindre d'autres musiciens. Peut-être un hasard ou une volonté que ces musiciens se retrouvent dans le même régiment et qu'ils soient repérés par le général Mangin, qui décide qu'ils vont former le quintet du général. Et du coup, il va pouvoir avoir de la musique de chambre. Attention, c'est que les compatriotes de Lucien du Rozoir ne sont pas n'importe qui. Au violoncelle, voici Maurice Maréchal, qui deviendra professeur au Conservatoire de Paris. Oh, il a changé un petit peu de violoncelle. Ici, c'est le violoncelle qu'on lui a fabriqué avec des caisses de munitions allemandes qui s'appellent le Poilu, qu'on a eu la chance d'avoir ici au musée pendant presque une année, et qui est signé par des grands généraux, puisque ce violoncelle, on a vu de toutes les couleurs, le voici sous une autre facette. Alors, dans les amis de notre ami Lucien de Rozoir, voilà André Caplet. Alors André Caplet, il joue cet instrument que vous avez entendu tout à l'heure, ce n'est pas un violon, ça ressemble à un violon, mais vous avez un petit peu plus de grave, un peu plus de chocolaté, comme j'aime le dire. Ça, c'est l'alto, c'est l'instrument que jouait André Caplet. Mais André Caplet était aussi un très grand chef d'orchestre. Il est à Boston juste avant le début de la guerre, et on l'appelle pour être chef de l'Opéra de Paris. Mais, 1914, il décide de manière volontaire de s'engager. Il apporte lui aussi son instrument, et donc on le verra dans le quintet du général à tenir la partie d'alto. Les voici nos compères, hein, vous les retrouvez, donc du Rozoir, Maréchal et Caplet. Ici, donc le quintet qui va voyager donc, pour amener toujours hein, cette musique le plus proche possible des soldats, ce réconfort, cette forme de plaisir hein, que peut donner cette musique par toute l'émotion qu'elle transporte, même dans des conditions très difficiles. Voilà le piano de Magne. Et on a retrouvé des programmes qui donnent donc les musiques qu'ils pouvaient entendre. Ce qui est assez incroyable, c'est que vous voyez, on y joue le quatuor de Debussy, mais Debussy vient d'écrire ce quatuor. C'est de la musique complètement actuelle, aux côtés toujours de Bach, de Chausson et de la musique russe de Glazunov. Voilà un deuxième programme aussi, très symbolique, qui a été donné l'année 1917 pendant l'hiver dans la cathédrale de Noyon. Et des grands artistes de Paris avaient rejoint le quintet du général. Alors, Lucien de Rozoir, mon propos de vous le présenter aujourd'hui, c'est qu'on parle de la transmission. Ce violon qu'il a amené à la Grande Guerre, il n'a plus pu le toucher quand il est revenu. Il a eu la chance de revenir, mais il a fermé à tout jamais. C'est-à-dire qu'il n'avait plus le courage d'avoir envie de jouer pour vous. Ça s'était brisé en lui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fermé à tout jamais ce violon. Il l'a vendu, il a commencé à écrire. Voilà la transmission. Il n'a plus joué, il a écrit. Simplement, il n'a pas eu la force d'aller jusqu'à proposer cette écriture, faire éditer, vous voyez tout ce travail qu'il y a de transmission par l'édition. Et on a retrouvé que très dernièrement, ça fait partie des travaux du musée de la Grande Guerre, hein, grâce à la famille, encore une fois à la transmission, ce travail de compositeur. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'il a vécu, il nous le donne à travers sa musique. Et je voudrais vous faire écouter maintenant la dernière pièce qui a été enregistrée de lui. C'est une des premières pièces qu'il a composées en rentrant de la Grande Guerre. Et vous allez voir comme on sent dans la musique, c'est comme si on y était en fait. Il n'y a pas de mots, mais on sent tellement de choses. C'est son poème. Vous entendez que le violon alto, ils disent la même chose, sauf que c'est à l'octave. C'est comme une voix qui parle comme ça, qui chante et qui plane. Ça s'appelle Poème. C'est la dernière pièce qu'il ait jouée avec son violon. Il a composé cette pièce, nous sommes en 1921. Il a fait la création à Vincennes à côté de Paris, pour inaugurer le monument aux morts. Il a fermé le Stradivarius, il a acheté une maison et il a commencé ce travail de composition. Ensuite, on a commencé à découvrir ses œuvres à partir de l'année 2000 grâce à son fils, Luc de Rozoir. Et le plus beau cadeau qu'on pouvait faire à ce musicien et à sa famille, eh bien, ça a été de leur dédier une exposition. J'aimerais encore remercier le musée parce que c'est ça la transmission, c'est aller depuis l'histoire d'un homme, l'histoire d'une famille,
jusqu'à le faire connaître et qu'un exemple, une famille puisse nous apprendre sur l'histoire. Et là, on va revenir, voilà, tu l'évoquais tout à l'heure, Elena, c'est cette phrase qui a donné le nom à l'exposition « Mon violon m'a sauvé la vie ». La musique m'a sauvé la vie, ça m'a fait garder l'humanité, ça m'a fait rester justement quelqu'un qui croyait encore à des valeurs. Et on est allé encore plus loin avec le musée, c'est-à-dire que dans le catalogue de l'exposition, il y avait un disque. Vous savez, les catalogues d'exposition, d'ailleurs, je voulais vous l'amener, il n'y en a même plus. Donc ça s'en va, ça part. Mais on a voulu que la musique qui allait avec ce catalogue, donc la musique que vous venez d'entendre, elle reste là au travers de ce disque qui a été édité grâce au Musée de la Grande Guerre. Et donc, grâce à cette musique, on peut, grâce à l'écoute, donc grâce à nos sens, à notre émotion, se replonger dans cette histoire. Alors ce projet, comme vous le disiez Elena, est possible grâce à une volonté du musée, d'une résidence. On parlait tout à l'heure avec une d'entre vous, qu'est-ce que c'est une résidence? On n'est pas là pour aller dormir dans le musée, c'est-à-dire qu'on conçoit des choses en fait. C'est-à-dire que les musiciens sont là pour pouvoir vraiment travailler comme les personnes du musée sur le propos, sur le sens que l'on veut donner, et ce lien. Donc voilà les musiciens de musée, vous connaissez bien sûr Jean-Pierre ici, et c'est de s'associer par des concerts dans cet auditorium où vous êtes là, de s'associer en jouant à l'intérieur du musée dans la nef, pour des publics scolaires, pour des enfants, pour des personnes qui veulent d'une certaine manière voilà, découvrir ou redécouvrir cette histoire, et que la musique soit vivante. Parce qu'en fait, la musique, elle parle, comme on le disait tout à l'heure, vraiment de chacun d'entre nous. Alors j'aimerais qu'on aille maintenant voir une autre histoire. L'un de ces hommes qui est ici, il jouait aussi du violon. Mais lui, il n'habitait pas la France, il a amené aussi son violon, il était dans l'armée russe. Et lui avait son histoire personnelle, qui me fait penser à toutes les discussions que vous avez données aujourd'hui, mais lui défendait une autre culture, c'est la culture juive. Et il était exactement pendant le tout début de la Première Guerre, un jeune homme qui découvrait ses origines juives, qui entendait les chants dans les synagogues, et qui se demandait comment il pouvait traduire ça dans le quotidien. Ça veut dire prendre son violon, et que ce ne soit pas un chant dans un lieu religieux, mais que ce soit un chant qui se partage pour tout le monde dans la musique classique. Et c'est le travail qu'a fait Joseph Aron à cette période où il avait rejoint l'armée russe. Et donc ce travail en 1917, donc ça arrêtera le courant de la guerre, et juste avant, il écrit cette mélodie hébraïque, qui a une histoire aussi incroyable, parce qu'il a écrit cette mélodie hébraïque, il l'a jouée, mais pourquoi est-ce qu'on peut l'entendre encore aujourd'hui? Moi, je lis des partitions, vous voyez, je lis des partitions comme celle-là, donc ça veut dire que je dois l'avoir, cette partition. Quand Joseph Aron, à la Révolution, a décidé de partir, il a quitté son pays et est allé vivre aux États-Unis. Il s'est installé à Los Angeles. Et puis un jour, il a quitté ce monde. Comme chacun d'entre nous, il a légué quelque chose. Il a légué à sa famille. Mais chaque famille n'a pas le même souci de transmission. La famille du Rosoir a eu le souci de préserver ses partitions, et avec le travail du musée, avec le travail de l'ensemble de Calliope, ces partitions, elles sont là et vous avez pu entendre. Eux, un jour, ils ont décidé de ranger le grenier de la maison de Los Angeles et donc laisser sur le bord de la route ces partitions, ça prend de la place, ça sent la poussière, c'est terrible. Et il y a le camion poubelle qui commençait à arriver comme ça. Sauf que, encore une fois, peut-être le hasard ou la nécessité, arrivait un très grand critique new-yorkais. Et il a vu des partitions ici. Alors il ne savait pas si c'était de qualité ou pas de qualité, sauf que voir des partitions traîner sur le trottoir, pour lui, c'était pas possible. Il les a pris, il les a mis dans sa voiture. Et c'est grâce à cet homme qu'on a pu, dans les années 90, récupérer à la bibliothèque de Tel Aviv ces partitions, et que moi, je peux vous jouer maintenant cette mélodie hébraïque qui date d'avant 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Donc, Joseph Aron.
ce don de nous raconter le voyage à travers le temps. Vous savez, cette machine, vous vous souvenez qu'on a pris au début. Et elle a aussi ce don, finalement, quand on ouvre ce petit cahier qui se trouve dans le musée de la Grande Guerre, trouvé par Jean-Pierre, les sonneries d'ordonnance. Quel peut bien être donc le lien avec notre histoire de musique? Bah oui, les sonneries, c'est de la musique qui se donne avec le soldat clairon. Alors on va ouvrir, on va commencer à reprendre un peu les cours de solfège du conservatoire, on va apprendre un petit peu les clés. Et oui, parce que ce soldat, il va donner des informations grâce au son, grâce à la musique. Alors on va avoir à faire un peu des exercices de liaison, des exercices pour s'entraîner. Et puis là, on va pouvoir donc donner des informations. Alors celui qui est vraiment quand même primordial, vous le connaissez tous, c'est la souple. Eh bien, moi, je vais retourner au conservatoire, je vais lire, vous voyez, mes notes qui sont là, qui montent, qui descendent, avec des rythmes, et ça va donner ça. Et là, grâce au son, on sait que le repas est prêt. Alors on va s'amuser encore. Et donc là, la formation, alors ça c'est capital parce qu'il vous dit couchez-vous, attention. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que la musique, les notes, elles descendent. Et quand il faut se lever, alors il faut quand même avoir de l'oreille, il ne faut pas se tromper, voilà. Et puis pour terminer, puisqu'on me dit qu'il reste quelques minutes, je vous avais trouvé, j'aimerais bien qu'on se tourne un petit peu vers une année qui arrive pour nous, c'est l'année 1917. On en a parlé tout à l'heure pour la révolution russe qui a fait que notre ami Joseph Aron est parti. Et là, nous sommes aux États-Unis, qui évidemment vont arriver en France et avoir une influence phénoménale. Et je voulais vous présenter ce monsieur Jim Robb qui est d'origine africaine, qui vit à cette époque à New York et qui est un très grand fondateur du jazz. Et c'est là qu'on va voir la transmission, comment elle peut se passer. Lui, il joue du saxophone et de la clarinette et il a fondé un régiment qui va partir. C'est un régiment volontaire qui va partir au front, qui va arriver à Brest en 1917. Et comme vous pouvez le voir, c'est un régiment, mais qui sont tous musiciens. Donc ils se sont battus, ils ont eu la chance de revenir, ils se sont donné un nom, on les appelait les Hellfighters. Et ils sont revenus et ils ont amené du coup un très grand cadeau à l'Europe. Ils ont amené le jazz. Et j'ai retrouvé, il n'y a pas très longtemps, un enregistrement justement de notre ami Jim Robb, que je voudrais vous faire écouter. Ça c'est d'époque, arriver à la transmission, parce que ça c'est le jazz qu'il jouait lui à New York, c'était le premier black américain à qui on a ouvert la porte du Carnegie Hall. Jusqu'à là c'était pas possible. Et comme il revenait comme un héros de la guerre, du coup on l'a autorisé à faire des grands concerts, c'est devenu une star à New York. Et pour terminer, donc je vais vous faire écouter un autre personnage influencé . Voilà, qui lui aussi habite à New York, a écouté le jazz de l'ami Jim Robb et qui lui va l'amener vraiment dans les salles de concert classiques. Donc ça c'est les ragtime, c'est le plus connu de tous les ragtime.
comprend rien, quoi. Il est parti d'Afrique, il est arrivé à New York et maintenant il arrive ici. Ça, c'est un compositeur tchèque qui a entendu la musique de Scott Joplin, qui a entendu ce jazz qui arrivait de Jim Rohn et qui a mis ça dans la revue de cuisine. Donc il est à Prague et lui, du coup, il change sa manière d'écrire la musique et il met du jazz et du foxtrot dans une musique qui est complètement européenne. Donc là, c'est la transmission directe à cause de la Grande Guerre, parce que l'Amérique est arrivée en France, que toute notre musique est bouleversée jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc je vais vous dire au revoir avec cette petite image d'une autre... ça c'est une musique anglaise, mais je ne la passerai pas. On va rester sur cette foxtrot. Je vous remercie beaucoup.